Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons coudre ensemble la jupe Céleste, une jupe à godets de la créatrice Luna Pattern. C'est une jupe qui me faisait un petit peu peur liée au godet que je n'avais encore jamais cousu auparavant. Mais tout s'est hyper bien passé. J'étais ravie de voir que en réalité c'était très simple à coudre et en plus les explications sur la chaîne vidéo de Luna étaient absolument géniales et ça m'a permis de bien visualiser toutes les étapes et puis surtout de bien faire attention à ce qu'elle faisait. Alors bien évidemment avant de pouvoir coudre il faut découper les pièces. Donc là c'est ce que je suis en train de faire mais je les ai légèrement rallongées sur la demande de ma maman. Je vous expliquerai en fin de vidéo. Et après la découpe des pièces, je suis venue prendre mes panneaux rectangulaires et je les ai mis les uns à côté des autres pour voir exactement où j'allais placer les motifs. Alors j'ai essayé de faire quelque chose qui était assez harmonieux, qu'on puisse retrouver à peu près tout sur tous les panneaux. Je voulais donner un effet autant que faire se peut de diagonale au niveau des motifs, donc j'ai repris à chaque fois les motifs. Alors, ou la rose ou la pivoine et je les ai mis en diagonale. Je suis ensuite venue épingler 2 pans par 2 pans, des grands rectangles ici. Je n'ai pas voulu tout directement épingler pour éviter que des épingles ne sautent ou que je me retrouve avec quelques petits problèmes à la couture. Donc ce que j'ai fait c'est que, étant donné qu'il y avait 6 panneaux, j'ai fait 3 panneaux et puis après j'ai cousu ces 3 panneaux ensemble directement, ce qui a permis d'avoir une petite aisance supplémentaire, du moins pour moi, à la couture. Mais avant de passer à la couture des pans de la jupe, j'ai commencé par coudre les pans de la ceinture ensemble parce que c'est une couture assez rapide à faire. D'ailleurs, elle ne prend que quelques secondes et puis comme ça c'était fait et j'ai pu la poser sur le côté et puis m'occuper des plus grosses coutures au niveau de la jupe. Et il était temps de passer à la couture des pans de la jupe. Et puis je suis venue coudre chacun de mes 3 nouveaux pans ensemble pour n'en former plus qu'un seul. Ça fait un petit moment maintenant que je couds sur des machines anciennes. Alors celle-ci, si vous la reconnaissez, c'est ma machine à plateau de 1910. Et si au début j'avais estimé que d'un point de vue vitesse, je perdais environ 25% par rapport à une machine moderne au niveau du temps, aujourd'hui ça s'est complètement rattrapé. C'est-à-dire que je n'ai plus cette latence d'à peu près 25% qui me faisait vraiment ralentir. Maintenant que je l'ai bien en main, je vais aussi vite qu'avec une machine moderne, voire même plus, puisque cette jupe je l'ai cousue en 2 jours. Il est maintenant temps d'arrêter mes coutures. Alors, étant donné que cette machine ne fait pas de point arrière, je suis obligée de venir faire des nœuds à la fin de chaque couture. Donc là, pour le coup, il m'a fallu un petit moment, vraiment, pour pouvoir bien tout arrêter, parce que bien évidemment, j'avais la couture de début et la couture de fin à arrêter à chaque fois, ce qui faisait 12 petits nœuds x 3, puisque je fais toujours 3 nœuds, pour être sûr qu'ils ne se défassent pas après plus tard à la couture, ou même s'ils ne sont pas vraiment bien pris au niveau des coutures, pour éviter qu'il y ait quelques petits problèmes. Et puis ensuite j'ai passé un temps
considérable à repasser toutes les coutures parce que non seulement il fallait que j'ouvre les coutures au niveau de la couture juste avant les godets, mais il fallait aussi que je fasse le premier pliage au niveau de toute la longueur en fait de la jupe pour pouvoir ensuite insérer les godets avec plus de facilité. Oh, et il faut que je vous parle de mon fer. Alors ce fer est un fer qui n'est pas à faire à vapeur, c'est-à-dire que c'est un fer purement classique, à l'ancienne, qui ne fait que propager de la chaleur. Et si par exemple j'ai besoin d'ajouter un petit peu d'eau, et ben je vais carrément prendre à côté un petit vaporisateur, un peu comme à l'ancienne, mais c'est tellement plus pratique. C'est-à-dire que je n'ai plus de problème des petits trous qui envoyaient la vapeur qui viennent se boucher, s'encrasser et qui laissent des traces pas très jolies sur tous les tissus. Et franchement, j'en avais marre d'être constamment en train de le nettoyer et d'avoir quand même constamment des traces. Donc j'ai décidé de le prendre, de le reléguer au placard et de trouver un à l'ancienne. C'est chose faite et j'en suis vraiment très satisfaite. C'est-à-dire que je n'ai plus aucun problème au niveau de mon repassage. Tout se passe vraiment très très bien et ça m'a changé la vie d'avoir relégué mon ancien fer à repasser au placard. Et bien sûr, on n'oublie pas la petite technique de tailleur qui permet de bien aplatir les coutures. Et il est maintenant temps de venir s'occuper de la ceinture. Je viens ensuite préformer ma ceinture au fer sur toute la longueur de la ceinture. Et il est maintenant temps de venir remplier sur 1 cm les bords de chaque côté de la ceinture pour pouvoir ensuite bien les coudre correctement. Et mon chat a voulu venir vous faire un petit coucou. Je suis venue ensuite mesurer la longueur totale de ma ceinture pour pouvoir découper la longueur idéale pour le tarlatan qui va me permettre de la rigidifier légèrement pour qu'elle tienne bien au niveau de la taille, qu'elle ne se déforme pas et surtout qu'elle fasse une jolie taille bien droite. Bon, ça m'a pris un petit peu de temps quand même parce que j'ai surtaillé la ceinture pour pouvoir faire un nœud et un joli nœud qui soit bien grand et bien long. Donc pour le coup, je crois qu'il me semble que c'est quelque chose comme 1m60, 1m80, mais je crois plus que c'est 1m60. Et comme ma ceinture faisait à peu près 4 cm de largeur, moins, bien évidemment, je n'ai pas calculé le centimètre de rempli. Je suis venue rapporter tout ça sur une feuille canson parce que c'est très difficile de marquer quelque chose sur le tarlatan. Donc il va directement me servir de gabarit et ça va m'aider vraiment énormément pour pouvoir faire ma découpe et ne pas avoir de problème derrière.
J'ai ensuite plié mon tarlatan de manière à ce qu'il fasse exactement la même taille que mon petit gabarit de canson. Bon, ça m'a pris un petit moment et puis j'ai pas filmé parce que sinon ça aurait donné l'impression d'une marionnette sans fil. C'était vraiment assez cocasse et puis étant donné que c'est quelque chose d'assez rigide, bah, c'était assez compliqué à faire tout de même sur une longueur d'1,50 m, donc je l'ai fait hors caméra. Peut-être qu'un jour je vous montrerai, je ne sais pas, mais c'est vraiment pas très joli à voir. Et donc je suis venue ensuite prendre mon petit gabarit et puis je l'ai placé de façon à ce qu'il soit bien à fleur en fait de mon tarlatan. Je l'ai épinglé et puis je vais venir le découper et vous allez voir, ça va être vraiment très bien découpé. Je n'ai pas eu de problème ni rien du tout. Et voilà la facilité, c'est vraiment hyper facile de faire comme ça, c'est quelque chose auquel j'avais réfléchi déjà avant et je me suis dit bah si le tarlatan ne marque pas, je vais utiliser un gabarit, après tout c'est comme ça qu'on coupe les tissus et honnêtement ça l'a fait vraiment, ça fait le travail. Je suis ensuite venue insérer mon tarlatan directement dans ma ceinture. Et puis je suis venue l'épingler directement à mon tissu pour être sûre qu'il ne bouge pas à la couture. Et comme l'électronique est capricieux, je suis tombée en panne de batterie sur mes 2 batteries de caméra. Donc j'ai fait la couture que j'avais fait à la main hors caméra. Voilà où j'en suis de la couture de la jupe. Donc hier soir j'ai fait le premier godet hors caméra. Bon, il y a quelques petits problèmes au niveau de l'ourlet, mais ça c'est normal parce que j'ai eu quelques petits soucis avec le tissu. C'était assez... J'en avais pas assez en fait. J'allais pas en avoir assez pour faire la jupe complète au niveau des godets si je ne faisais pas ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis légèrement en biais pour pouvoir faire du quinconce. Et du coup, ça les a le fait d'être un petit peu... ce que j'ai fait, c'est que je les ai laissés pendre. Ça les a un petit peu détendus. Donc il y a un petit jeu ici. Bon, ça va, c'est rattrapable hein, au niveau... Quand je ferai la couture de l'ourlet. Après, on y verra, ça se verra plus du tout. Donc là, maintenant, il faut que je couse les 6 autres godets et que je fasse la fermeture. Et il est maintenant temps de passer à l'assemblage des autres godets ensemble. Honnêtement, la technique de commencer par remplier le bord sur 1 cm avant de venir épingler les godets, c'est vraiment une super technique. Ça m'a permis d'avoir moins d'angoisse, d'être bien plus à l'aise avec ma couture et puis surtout étant donné que je n'ai pas de plaque à aiguille sur ma machine de 1910, c'est ce qui m'a aiguillée pour pouvoir coudre à 1 cm sans avoir de problème. Au passage, je me suis amusée légèrement avec le placement de la caméra, je l'ai mis presque contre le Monstera pour que quelques feuilles se voient au niveau de l'objectif. Et je trouve que ça fait quelque chose de vraiment sympa, ça végétalise un petit peu et puis ça donne une autre dimension à ces plans-là. Et bien évidemment, quand on coud, on utilise du fil. Et donc la canette se vide et puis il finit toujours par un moment où il faut la refaire. Alors pour faire la canette de cette machine, c'est exactement la même chose que pour la canette de la machine à manivelle de 1908. Il n'y a absolument aucune différence, 2 ans les séparent pourtant l'une de l'autre et ce n'est absolument pas la même classe. Celle-ci est une 66K alors que celle à manivelle est une 27K et pourtant le mécanisme est exactement le même. Et c'est reparti, je peux recommencer à coudre.
Je ne sais pas vous, mais je suis fan, mais vraiment une fan inconditionnelle du bruit de ces vieilles machines. Il est tellement doux, tellement calme, il est bien plus apaisant que celle des machines modernes qui moi personnellement me cassaient un peu la tête. Et là je n'ai aucun problème à la couture, je ne finis pas avec la tête dans un étau à la fin de la journée et en plus franchement, vous n'êtes pas autant accro que moi à ce son. Et comme vous pouvez le voir, je commence à avoir un tout petit peu plus d'aisance avec la machine qui me permet de retirer les épingles en même temps que je couds. Bon, c'est pas toujours, hein, mais quand même c'est de plus en plus souvent. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors je vous montre sur le mannequin directement l'ensemble parce que maman n'ayant pas très apprécié son dernier passage en vidéo, elle préfère ne plus apparaître, donc je vous montre directement sur le mannequin. Donc voilà ce que ça donne. Donc par rapport au patron, les modifications qui ont été apportées au niveau du corsage, c'est l'insertion de dentelle pour faire style 17-18e. J'ai aussi modifié les manches, c'est-à-dire que normalement il n'aurait pas dû avoir de manches. Ce que j'ai fait, c'est que comme j'avais mis un biais au niveau de l'emmanchure, et ben je l'ai rabattu vers l'intérieur et puis j'ai rajouté ces petites manches que j'ai moi-même patronnées. Ensuite, autre petit changement par rapport au patron, c'est que normalement c'était des rubans de satin qui étaient préconisés. Nous, ce que nous avons fait, c'est que nous avons pris carrément du cordonnet de coton. Pour avoir une tenue un peu plus longue dans le temps et éviter que ça s'effiloche. Ensuite, autre modification, c'est que normalement ici, dans le dos, il devrait avoir 3 pinces. À l'identique des pinces de devant, sauf que ma maman ayant une scoliose de 12 degrés, il a fallu que je relâche 2 pinces de chaque côté pour que ça puisse lui aller correctement au niveau du bas du dos. Ensuite, les modifications sont surtout sur la jupe, alors on va descendre d'un étage. Voilà, pour les modifications de la jupe, normalement sur le côté gauche ou droit, ça dépend un peu comment vous portez la jupe, il est censé avoir un zip invisible. On n'est pas très fan des zips invisibles dans la famille parce qu'ils cassent très facilement et puis même au niveau de la taille, ça m'a recassé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement agrandi ma ceinture. J'ai fait une ceinture d'environ 2 mètres... 2,60 m, quelque chose comme ça, pour pouvoir faire un nœud assez large et puis avec des ponts qui puissent redescendre assez joliment. Et pour pouvoir fermer au niveau de l'ouverture et éviter que ça s'effiloche ou que ça se découse, j'ai tout simplement repris le même cordonnet qu'à l'arrière pour les liens pour fermer le corsage. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai posé comme un biais. Donc là, ça va tenir, c'est assez solide. C'est une technique qui était assez utilisée au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Donc ça, j'ai pas trop de soucis pour ça. Elle est encore utilisée aujourd'hui, notamment pour les fermetures des jupes cercles. Donc j'ai été piochée comme ça. Ensuite, autre modification du patron, normalement, toute la ceinture ici doit être surpiquée sur tout le tour. C'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement, donc j'ai préféré rabattre et coudre à la main directement au point invisible. Et donc du coup ça fait une ceinture qui se confond pratiquement avec le corps de la jupe et qui permet de ne pas avoir de couture apparente. Moi honnêtement c'est ce que je préfère, c'est ce que je fais dans toutes les jupes que je fais et je trouve un peu plus esthétique que d'avoir une surpiqûre. Ensuite, autre modification par rapport au patron, c'est que j'ai ajouté environ 15 cm de longueur. Ma maman préférant les jupes légèrement plus longues que celles qui sont habituellement vendues, je l'ai fait jusqu'à peu près mi-mollet au niveau du mi-mollet. C'est ce qui m'a posé un petit problème au niveau du tissu et qui a fait que j'ai eu vraiment beaucoup de chance d'avoir de quoi coudre la jupe entièrement. Parce que ayant rallongé, il me manquait quelques longueurs, donc il a fallu que je mette un petit peu tout dans le biais pour pouvoir coudre quelque chose de correct.
Bon, normalement, d'après les techniques anciennes, si on suit ce qu'elle disait, il suffit d'avoir un panneau dans le droit fil de chaque côté d'un panneau dans le biais pour tout équilibrer et éviter que tout ne se déforme. Donc normalement, je suis bien là-dessus. On va voir avec le temps si ça fonctionne bien ou pas. Et donc ce que j'ai fait, c'est qu'avant de coudre l'ourlet du bas, j'ai laissé pendre la robe pendant environ 24 heures, ce qui m'a permis déjà de pouvoir rectifier quelques petites choses. Puis après je l'ai cousu et puis tout s'est bien passé, j'ai pas eu de problème. Et on se retrouve de nouveau en hauteur pour conclure cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la commenter, la liker et la partager à votre entourage. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne pour de nouvelles aventures extraordinaires.